Bonsoir à vous tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Le décryptage de l'actualité ce mercredi. On parle du Soudan où les généraux et la contestation reprennent langue à partir d'aujourd'hui. Nous en parlons avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Au Soudan, les généraux et la contestation vont reprendre les discussions ce mercredi. Les chefs de la contestation ont accepté sous condition une proposition des médiateurs de reprendre des discussions directes sur la transition avec les généraux au pouvoir après un bras de fer de plusieurs semaines et un durcissement de la répression. Les négociations avaient été suspendues le 20 mai dernier, chaque partie souhaitant diriger la transition prévue sur 3 ans. La crise a atteint son paroxysme avec la dispersion le 3 juin dernier d'un sit-in de manifestants devant le QG de l'Armée. L'Alliance pour la liberté et le changement a tenu une réunion et décidé d'accepter l'invitation à des négociations directes, a indiqué Madani Abbas au cours d'une conférence de presse. Mamadou Diouf, est-ce que ces nouvelles discussions qui reprennent aujourd'hui au niveau du Soudan ont été voulues par les deux parties ou bien c'est une exigence de la médiation de l'Union africaine? Il y a les deux éléments dedans. Ces négociations sont voulues par les deux parties parce que la crise soudanaise actuellement est dans l'impasse. L'utilisation de la force par les militaires n'a pas démobilisé l'alliance qui les combattait, puisqu'on a vu qu'avec la manifestation du dimanche, les populations sont encore ressorties en masse. Donc la force utilisée pour dissuader la foule n'a pas réglé le problème. Cette manifestation du dimanche également n'a pas changé les donnes, puisque les militaires ont encore une fois fait usage de la force. On a au moins 10 morts, 181 blessés. Ce qui veut dire que des deux côtés, chacun utilise, j'allais dire, son arme, mais aucune de ces armes ne permet d'obtenir une solution. Alors qu'il faut se rappeler que le président éthiopien était allé là-bas à un certain moment et avait effectivement dit qu'il va faire une médiation. L'Union africaine est venue s'associer à cette médiation. Et bien sûr, il est temps que l'Union africaine joue son rôle en tant qu'organisme à caractère régional pour ne pas regarder le Soudan sombrer d'abord avant de venir faire les sapeurs-pompiers. Donc cette fois, ce n'est pas l'Éthiopie qui est venue toute seule, mais c'est l'Éthiopie et l'Union africaine qui ont négocié pour que les deux parties se retrouvent, pour que les négociations reprennent. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on négocie quand même depuis. Il y a même des questions sur lesquelles ils se sont entendus. Il reste un certain nombre de questions qu'il faut régler. Alors, mais est-ce que pour ces nouvelles discussions, il y a du concret sur la table? Oui, il y a du concret sur la table. Il y a du concret sur la table puisque les anciennes discussions avaient fini par montrer que le pouvoir aux civils, comme cela avait été revendiqué au départ, c'était impossible. Le pouvoir aux militaires également, comme les militaires avaient voulu le faire avec le conseil militaire, c'est impossible. Les négociations ont permis de se dire qu'il faut qu'on se retrouve. Il ne faut plus un conseil militaire ni un conseil civil, mais un conseil mixte. Dans ce conseil mixte, c'est là où se trouve le problème. À deux niveaux. Le premier niveau, les militaires disent qu'ils doivent être majoritaires et ils doivent diriger. Les civils disent qu'ils doivent être majoritaires et ils doivent diriger parce que tout le monde comprend l'enjeu par rapport à ce conseil qui va prendre toutes les grandes décisions sur cette période de transition. Et c'est ça qui avait fait, à la limite, capoter les premières négociations. Et cette négociation-ci également va reprendre sur cette question, puisque sur d'autres questions, il y avait déjà une entente. L'Alliance proposait 4 ans. Les gens trouvaient que c'était trop long. Ils s'étaient pratiquement finalement entendus sur 3 ans. Alors, est-ce que maintenant que ces discussions reprennent, les deux parties sont animées d'un nouvel esprit ou bien on va à la table parce qu'on sait tout ce qui s'est passé le 3 juin dernier, même la manifestation du dimanche également. Est-ce qu'on ne va pas à la table de discussion en ayant une sorte de méfiance les uns envers les autres? La méfiance est là, hein, c'est clair. Il y a quelque chose dans la réaction de la France qui est intéressant. La France demande aux deux parties d'aller à la négociation de bonne foi pour que la négociation puisse évoluer. Bon, il y a quelque chose de curieux en même temps dans la réaction française, puisque tout le monde sait que la France soutient l'AEC. La France l'a dit de façon très claire. Donc, peut-être que la bonne foi ici, c'est de dire aux militaires d'accepter de donner le pouvoir aux civils. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Union africaine et l'Éthiopie ne sont pas partis à la table de négociation les mains vides. Ils sont venus avec une proposition. Et puisque la pomme de discorde,
c'est le conseil qui va diriger le pays. Eux, ils ne parlent plus de conseil militaire, ils ne parlent plus de conseil mixte, ils proposent ce qu'eux, ils appellent un conseil souverain. Dans la composition, ils ont fait un jeu très diplomatique. Le conseil sera composé de 7 civils, de 7 militaires. Donc théoriquement, 50-50. Ils ajoutent un autre civil. Mais ils disent que ce civil sera désigné par consensus par les militaires et les civils. Comme d'habitude, quand les diplomates agissent, on a toujours tendance à vouloir couper la poire en deux. On ne sait pas si ça va donner. Je trouve que c'est déjà une première proposition. Pour ce qui est de la direction du Conseil, ils ont trouvé une solution également. Sur les 3 ans proposés, 18 mois, les 18 premiers mois seront dirigés par un militaire, les 18 derniers mois seront dirigés par un civil. On attendra de voir maintenant est-ce que la négociation va aller dans le sens de cette proposition de sortie de crise ou pas. Alors, au niveau de l'Alliance pour la liberté et le changement, ils disent également qu'ils souhaitent un cadre temporel pour ces négociations, plus de discussions qui durent ad vitam. Oui, c'est qu'ils ne tiennent pas les rênes du pouvoir. Donc actuellement, de fait, transition ou pas, le pouvoir est entre les mains des militaires. Donc tant qu'on ne trouve pas une solution par rapport à la question, les militaires sont au pouvoir. À partir de ce qu'on peut appeler pratiquement un coup d'État, puisque c'est ce que les gens commencent à dire maintenant, ils ont arraché la révolution du peuple en démettant tout simplement le président de la République. Et c'est pourquoi, effectivement, ils ne veulent pas se mettre dans une logique de la durée, parce que la durée arrange plus les militaires. Eux, ils sont installés. Les foules, on leur demande de manifester. Sortir manifester, c'est courir le risque de se voir tué ou de se voir blessé. On est à déjà plus de 136 morts depuis la dispersion du sitting devant le quartier général des militaires. Il ne faut pas qu'on oublie également que la vie est devenue extrêmement difficile, parce que c'est vrai que quand on organise la désobéissance civile, ça fait un coût pour l'autorité, mais ça fait un coût pour les populations. Autre chose que les gens oublient, quand les manifestations commençaient, on réclamait la baisse du prix du pain. Le prix du pain n'a pas baissé jusqu'à aujourd'hui. Donc dans cette situation, les populations également, même si c'est elles qui manifestent, même si c'est elles qui ont réussi à renverser le pouvoir, les difficultés qui les avaient amenées à manifester, elles continuent à les vivre, voire même à vivre plus de difficultés. Alors, dans le contexte soudanais actuel, on a comme l'impression que c'est surtout les civils qui ont des exigences. Est-ce que les militaires, eux, ils exigent quelque chose? Parce que vous l'avez rappelé, ils ont déjà le pouvoir en main. Ils ont le pouvoir en main et je me dis que les militaires sont les derniers à être arrivés dans cette affaire. Parce que la crise soudanaise est très différente de la crise algérienne, où on est parti d'une manifestation spontanée d'un vendredi qui est devenue un phénomène extraordinaire. Ici, vous avez l'ALC, l'Alliance pour le changement, la liberté et le changement, qui a plus de 10 ans, qui avait déjà posé des actes, qui a organisé des rencontres scientifiques, qui a proposé, bien avant qu'on ne fasse tomber le président Béchir, une sorte de stratégie pour passer par une transition et changer le Soudan. C'est pourquoi, dès qu'on a fait tomber le président de la République, ils ont déroulé un certain nombre de propositions en disant qu'il nous faut une transition de 4 ans. Ils étaient en avance sur les militaires. En termes de propositions, en termes de réformes à faire par rapport au pays, en termes de chronogramme et de tout. C'est les militaires qui ont terminé, si je peux le dire ainsi, la chute du président de la République, mais les militaires n'avaient pas une alternative à proposer aux populations. La deuxième chose, ils sont très mal placés parce que de plus en plus, après la chute de Bachir, les gens demandent également la chute de tout ce qui était à côté de lui. Et quand on regarde le conseil militaire, il y en a qui ont démissionné parce que, bon, c'était difficile que même le conseil militaire les garde. Il y en a qui restent, le vice-président par exemple, on le considère comme responsable des morts depuis le Darfour. On considère que c'est ces troupes qui ont dispersé le sitting. On considère que c'est ces troupes également qu'on a utilisées pour mater la manifestation du dimanche. Bon, celui-là en face de l'ALC, il est clair que quand on va négocier, ça va être compliqué. Et de plus en plus, on voit plus les militaires utiliser la force que faire une proposition comme le fait par exemple l'Alliance ou bien la médiation. Et pour l'Alliance pour la liberté et le changement, il est clair qu'elle ne peut pas maintenir la pression populaire dans la durée. C'est risqué, parce que jusqu'à quand les Soudanais vont se mobiliser, difficile de se prononcer là-dessus.
il est préférable d'obtenir rapidement un résultat avant que cette mobilisation ne s'essouffle. Parce que si ces mobilisations populaires s'essoufflent, il est clair que l'armée ne va plus négocier comme elle est en train de négocier aujourd'hui. Elle va négocier en position de force en ce moment, alors qu'aujourd'hui, l'armée est un peu perturbée par la façon dont les Soudanais répondent aux manifestations quand ils sont appelés, malgré la répression. Et au niveau de la contestation, même si vous l'avez dit que ça réfléchit depuis 10 ans à l'après-Béchi, ils ont pensé à tout, sauf à la ténacité des militaires. Oui, c'est tellement vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est eux qui sont allés chercher les militaires. Quand ils sont allés devant le quartier général, le sitting devant le quartier général, au départ, n'était pas contre les militaires. Oui. Il faut se rappeler les images où on a vu les populations porter les militaires, parce que c'est un groupe de la police qui tirait sur les manifestants, mais les militaires étaient venus protéger les manifestants au point que les manifestants avaient porté les militaires. Et en ce moment, les manifestants disaient aux militaires, nous avons déjà fait le travail, destituer le président de la République. Mais en pensant qu'ils vont destituer le président de la République et céder la place aux civils. Ce qui, bien sûr, n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, ils ont destitué le président, mais on a l'impression que, comme un peu partout, il y a un système qui coupe sa tête pour qu'on dise que le système est parti, alors que la tête a été remplacée par une autre tête qui est toujours le système. Eux, ils l'ont compris et ils sont en train de le contester. Malheureusement, c'est les militaires qui avaient le pouvoir sous le président Bachir. Ce n'est pas Bachir tout seul qui avait le pouvoir. Et dans ce contexte où le Soudan représente aujourd'hui quasiment une zone assez instable, est-ce que l'Union africaine a la carte de la sanction sur la table? De plus en plus, c'est la règle au niveau de l'Union africaine. C'est ce qui a été utilisé en Centrafrique à un certain moment pour obliger les belligérants à se mettre sur la table des négociations. C'est ce qu'on utilise de plus en plus actuellement avec la Guinée-Bissau pour résoudre le problème. C'est ce qui avait été utilisé par la CEDEAO avec la Gambie. Je me dis, et moi c'est ma conviction, c'est par cette voie qu'il faut passer pour qu'on cesse de prendre en otage tout un peuple à cause d'un conflit entre deux groupes ou deux personnes. Il faut pouvoir sanctionner ces groupes ou ces personnes pour les obliger à comprendre que le pays ne leur appartient pas, le pays appartient à tout le monde. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va observer la pause et on revient après avec l'invité politique de ce soir.